Salut tout le monde. Alors la première chose déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que la dernière fois, je crois qu'il y avait un souci. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live, mais est-ce que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de problème avec les écouteurs? C'était juste un pouce, hein, pas la peine. Fort et clair. Parfait, super. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petits live. En fait, il y a eu beaucoup de demandes justement par rapport à ça, pour avoir des profils, des nouveaux profils différents. Je vous avoue qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Il y a eu pas mal de choses à faire entre le livre qui vient de sortir. Donc, j'espère que vous l'avez tous. Je fais pas de la pub, hein, mais vous l'avez tous acheté. Justement, dans ce livre-là, il y a le témoignage de Win, qui est un ancien pilote du 4e RHFS. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le régiment d'hélicoptères des forces spéciales. Donc, c'est essentiellement eux qui sont là pour en soutien lorsqu'il est sur les différentes missions. Win était pilote de Tigre. Donc, le but, en fait, c'est de découvrir un petit peu son parcours. Il y a pas mal de questions. On a beaucoup de personnes qui se posent des questions justement sur comment devenir pilote. Est-ce qu'il faut avoir fait des grandes études? Est-ce que, voilà, les tests? Est-ce que les tests physiques, puisqu'ils rentrent dans une unité des forces spéciales, sont aussi compliqués? Est-ce qu'au niveau de la partie, justement, le nombre de personnes qui passent les tests et ceux qui réussissent, est-ce qu'il y a aussi, on va dire, très peu d'élus? Donc voilà, vous allez avoir réponse à toutes ces questions. Ensuite, on terminera. Donc il y a des questions qui étaient envoyées. Je vais faire comme d'habitude, hein, je vais lui poser quelques questions. Ensuite, il va se présenter. Will, en fait, il a arrêté donc cette partie pilote, mais il est toujours tenu, on va dire, par certaines choses concernant son anonymat. C'est pour ça que vous ne verrez pas forcément son visage. Il va être un petit peu dans l'ombre, mais c'est important puisque peut pas forcément, tout le monde, tous les anciens FS, tout ça ne peuvent pas forcément se montrer à visage découvert. Et surtout ceux qui continuent à œuvrer dans certains métiers où ça nécessite un certain anonymat. Donc voilà. Les questions, on essaiera. Alors, vous savez, ça défile hyper vite sur le live, donc j'ai pas le temps de voir toutes les questions et de m'attarder là-dessus. Je verrai ça après au fur et à mesure. Et sinon, je crois que vous pouvez aussi poser des questions, peut-être dans le petit truc, comment dire, le petit point d'interrogation, ou dehors quelque chose peut-être pour poser des questions. Donc, n'hésitez pas, et puis on essaie d'y répondre à la fin du live. Donc voilà, on parle de qui? J'ai déjà raté une partie. En fait, si tu t'inscris sur le live, tu sais de qui on parle. Donc si tu as loupé une partie, tu reverras dans le replay de qui est-ce qu'on parle. Donc Win, je crois qu'il est arrivé. Vous pourrez aussi vous connecter après par la suite sur son compte. Vous allez voir quand il va se mettre sur le live. Vous pourrez vous abonner à sa page et pour partager et puis continuer un petit peu à discuter avec lui. Est-ce qu'on est mauvais si on s'est fait une déchirure au mollet? On est très mauvais, Marco. Il n'y a pas plus mauvais. Il n'y a pas plus mauvais. Salut Teva. Alors Marco Librun, en fait, c'est un mec. Librun, c'est le nom d'un joueur de basket. Et Marco, c'est parce qu'il joue au basket avec moi. Donc il joue très très bien. Moi, je fais juste je récupère la balle, je lui fais des passes. Tout simplement. Et je me suis fait une petite déchirure au mollet. Rien de bien grave. Win, si tu es là. Eh ben, c'est quand tu veux. Et puis on lance ça. Tac. Alors, je regarde. Questions, une limite d'âge et tout. Ouais, j'ai vu les questions. On va y répondre après. Hop. Je vais essayer de l'inviter. Tac. Hop. Donc, Win, là, si tu es sur le live, je t'invite, je t'envoie une invitation. Voir ce que ça donne. Putain, Marco, t'es pas en week-end? Oh. Tac. Je vois que les cocos ils s'amusent en hélico en ce moment. Le pilote est-il chaud en faisant?
Win SOA, ok, tu es là. Eh ben écoute, Win, si tu peux demander l'invitation, en fait, tu vas sur le petit plus. Tu sais, comment dire, demander un. Alors, je sais pas si c'est une petite plus ou c'est certainement la caméra et en fait, ça demande de partager le live. Tu cliques dessus, puis après, moi, je vais recevoir une notification pour que tu puisses nous rejoindre. Et si jamais ça marche pas, eh ben on coupera le live, c'est pas grave. Ah si, c'est bon, je vois. Tac. Parfait. Ça va arriver, ça va se scinder en deux. Tac, tac, tac. C'est bon. J'ai accepté. C'est bon, normalement, on te voit, Win. Comment on te voit? Ok, Au moins, je ça marche. t'entends. Ok, moi je t'entends très bien également. Donc, eh ben, écoute, ça fait plaisir, là, ça fait plaisir de t'avoir. Donc, même si on échange assez souvent par téléphone et puis par visio, parce que voilà, sur le bouquin, j'ai fait une présentation très très rapide, mais je vais te laisser te présenter, comme ça, voilà, expliquer un petit peu d'où tu viens très rapidement, ton parcours dans les forces spéciales en tant que pilote sur les différentes machines, et puis après, on va commencer avec les questions. Et sur le live, tu vois, il y a Slide, il y a des personnes que tu connais déjà, qui ont déjà l'habitude de faire des choses avec nous. Allez, je te laisse. Ok, ça marche. Bon, bonsoir à tous. Salut à ceux que je connais, que j'ai pu côtoyer. Donc, je m'appelle Win. J'ai 50 ans passés. Je me suis engagé dans l'armée en 1991. J'ai fait directement un stage pilote pour intégrer une unité de la LAN. Ouais, ça a coupé, on ne t'entend plus. On t'entend plus, on t'entend plus. Hop. Ça a coupé. Alors, c'est pas moi, je pense que. Vous l'entendez ou pas? Hop, regarde. On t'entend plus, Win. Ça a coupé. Tac, tac, tac. On t'entend plus, on t'entend plus. Non, non, non. Je suis désolé, j'ai la caméra qui bouge à chaque fois aussi quand je donne un coup sur la table. Hop, je crois que tu redemandes une. Tac. Ok. On voit plus. Ouais, il vient de redemander il vient de redemander. C'est bon, t'es revenu? Ouais, je crois que je suis là. Tu Ouais, m'entends? c'est bon. Ça a coupé. Je sais pas pourquoi. Ok. Donc, ouais, tu as commencé ton parcours. Voilà, j'étais à mon parcours. Donc, j'ai commencé donc au premier régiment d'hélicoptères de combat pendant 6 ans. Et finalement, bon, parce qu'à cette époque, les FS n'existaient pas pour les pilotes d'hélico, enfin pour Ok. les pilotes en général. Et donc, en 1997, première sélection pour intégrer les forces spéciales pour des pilotes. J'ai participé à ces sélections et ils m'ont gardé. Donc, j'ai intégré le quatrième RHFS qui s'appelait le détachement à l'aide des opérations spéciales en 1998 Ok. et j'y suis resté 18 ans jusqu'à prendre ma retraite pour après me reconvertir dans un autre domaine. Mais je suis toujours pilote. Ok. Top. Voilà en gros pour le parcours global. Ok. Eh ben, on va commencer un petit peu on va commencer avec les questions. J'ai oublié de le préciser, hein, le live va durer à peu près 1 heure, d'accord? Comme ça, tous ceux qui suivent, de toute façon, comme d'habitude, après, il y aura un replay sur YouTube. Mais on essaye vraiment de garder quelque chose de qualité, pas de faire 2 heures de blabla. On va directement sur les questions qui vont vous intéresser et sur un format assez court. Win, est-ce que tu peux un petit peu, donc du coup, je prends les différentes questions, hein, les tests en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que est-ce que déjà au niveau du niveau scolaire, il faut avoir maths sup, maths spé, est-ce qu'il faut faire une grande école? Comment ça se passe? Alors pour les tests pilotes, pour intégrer, pour faire une carrière de pilote dans l'armée, trois options sont possibles. L'armée de l'air, avec des tests de sélection spécifiques qui offrent la possibilité d'être pilote de chasse, pilote d'avion de transport ou pilote d'hélico. Ok. Ensuite, la marine,
qui, là encore une fois, permet toutes ces trois options, pilote de chasse, pilote de transport et pilote d'hélico. Et l'armée de terre qui permet deux options. 99% des pilotes font pilote d'hélicoptère et c'est le volume le plus important des hélicoptères est fourni par l'armée de terre, contrairement à beaucoup de nations. Ok. Donc voilà, il y a ces trois options-là. Les tests sont drastiquement différents. Donc, on est dans la communauté pilote. Il y a beaucoup de pilotes qui ont fait un échec au test de l'armée de l'air, mais qui ont réussi ceux de la marine. Certains qui ont réussi, qui ont loupé la marine, qui ont réussi l'armée de terre, et certains qui ont loupé l'armée de terre et qui réussissent l'armée de l'air. Donc, Ok. voilà. Donc, pour quelqu'un qui veut être vraiment, c'est sa passion, il veut vraiment faire une carrière de pilote, je serais tenté de dire qu'il faut se donner ces trois chances, ces trois opportunités. D'accord. Euh, Euh, une autre question justement, pendant que tu dis ça, est-ce que le fait, si tu réussis la marine, par exemple, et que tu loupes l'armée de terre, est-ce qu'après les machines que tu vas piloter, ce sont les mêmes ou il y a tu vas piloter que sur des hélicos marines, etc. Ou alors comment ça se passe? alors, les missions qui sont dévolues aux trois armées sont vraiment différentes. Donc, par exemple, l'armée de l'air, elle va exclusivement voler sur Puma, Super Puma, Caracal et Écureuil. Leur mission, c'est plus du transport d'autorité, du transport de tireurs d'élite et après du transport de commandos. Et d'ailleurs, il y a une unité de l'armée de l'air qui fait partie du COS. D'accord. Ok. Bon, Voilà. Après, parfait. la marine vole plus maintenant sur NH-90 et les nouveaux hélicoptères taille moyenne, environ 4 tonnes, H-160. L'armée de terre reste vraiment le gros de la troupe en termes de pilotes d'hélico, avec toujours les gazelles, l'arrivée du H-160, les Puma, Super Puma, Cougar, Caracal, hélico transport et le NH-90. D'accord. Voilà en gros pour les options possibles. Ok. Et en fait, dans les tests de sélection, est-ce que le niveau physique, est-ce qu'il faut que tu t'entraînes comme pour entrer dans les unités FS? Est-ce que je pense que le cursus forcément est le plus long, mais comment ça se passe au niveau physique? C'est-à-dire que demain, un jeune veut rentrer pilote pour justement caresser l'espoir d'arriver un jour au niveau comment dire, au niveau du quatrième archifesse en tant que pilote, est-ce que physiquement il faut être aussi entraîné que pour les sélections, on va dire, des unités FS des hommes à terre ou comment ça se passe? Alors, je dirais que, en tous les cas, pour ce qui me concerne, quand moi j'ai fait les tests, c'est-à-dire il y a quand même plus de 30 ans, et je pense que ça évolue un petit peu, euh, le, l'aspect physique n'était pas vraiment primordial. En revanche, voilà, on va quand même chercher le but du jeu, c'est quand même de venir chercher des ailes de pilote. Et voilà, le goût du travail bien fait, il commence quand même dès le départ. Donc moi, personnellement, j'avais de bonnes aptitudes physiques, pas les bonnes pour être commando, par exemple. Voilà, moi j'étais plus dans les sports de fond, le cyclisme, ce genre de choses. Et ça ne développe pas forcément les qualités nécessaires pour être commando. Mais j'avais quand même une bonne condition physique. Euh, le fait d'intégrer l'armée, en fait, c'est un niveau physique global pour intégrer une école militaire. Voilà. D'accord. C'est, donc, c'est pas le bout du monde, mais il faut quand même avoir un petit peu la caisse, mais pas particulièrement pour pilote. Et après, l'armée fait son œuvre aussi, hein. On est quand même tous dans toutes les écoles et toutes les écoles d'application, on est quand même orienté vers le physique. Et puis après, bon, il suffit de regarder un film pour se rendre compte que ben, un pilote, il est pilote tant qu'il est dans sa machine. Et à partir du moment où il se crache, ben, il devient un soldat comme tout le monde. Donc il ne faut pas négliger cette partie. Ok. Et ça tombe bien que tu parles de ça. Justement, je crois que on a une question
À quoi peuvent ressembler les tests d'entrée, sachant que l'on se présente déjà pilote? Alors, pour quelqu'un qui est déjà pilote, je dirais que dans la sélection, pour l'instant, on parle pas force spéciale, on Ouais. parle pilote. La sélection, elle permet de targeter les gens et surtout pour ce qui me concerne, les tests de l'aviation légère de l'armée de terre, qui permet d'identifier au plus tôt des qualités comme la dissociation d'attention, la coordination, c'est-à-dire de pouvoir faire des choses différentes avec la main gauche de la main droite. Donc, par exemple, voilà, quand moi j'avais 18 ans, les petits conseils que j'avais pu glaner à droite à gauche, c'était par exemple, voilà, de jouer la batterie. Et c'est quelque chose qui est euh, qui peut aider. Euh, le fait, la dissociation d'attention, ça va être de pouvoir effectuer des manœuvres avec ses mains, avec les commandes sur les simulateurs de vol qui sont à disposition pour les sélections, mais également de pouvoir parler, de pouvoir enregistrer, mémoriser des nombres qui vont apparaître ou de pouvoir écouter une conversation en même temps que voilà, de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Ok. C'est des qualités qui sont recherchées. Alors pour quelqu'un qui est déjà pilote, qui a par exemple passé un PPL d'avion ou même un pilote professionnel d'avion avec un petit peu d'expérience, 200 ou 300 heures de vol, il y en a de plus en plus. Donc je pense que c'est un réel avantage. Ok. C'est un réel avantage dans les sélections et après c'est un réel avantage dans le parcours du cours pilote et plus tard. Ok. Je continue toujours pareil. Je crois que c'est la même question la même personne qui pose ces questions. Qu'est-ce qui change entre un pilote de Tigre régiment conventionnel et le quatrième RHFS? Alors là, on touche un petit peu plus voilà, l'aspect FS. Je dirais en toute modestie, pas grand-chose. Tous les pilotes de Tigre ont fait le même cours pilote, le même cours commandant de bord, pour ma part, un cours chef de patrouille. Euh, et on est sur les mêmes bancs d'école. Je dirais que la grosse différence, c'est les gens avec qui on travaille. Et là, Ok. encore une fois, pour avoir été plusieurs fois en Afghanistan. J'ai travaillé bien évidemment avec les forces spéciales, mais également avec des forces conventionnelles et on utilise pour la plupart du temps la même messagerie radio. Après, voilà, il y a quelques petites différences légères. Mais les qualités sont les mêmes. Et après, on sélectionne les pilotes qui vont faire partie de l'EOS 6, l'escadrille des Tigres. On D'accord. les sélectionne parmi les pilotes Tigres de l'armée conventionnelle. Ok. 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 Une autre question, toujours pareil. Quelles sont les qualités humaines et professionnelles recherchées au CAT? On va dire un peu le profil type, tu vois, s'il y en a un. Alors, donc moi j'ai quitté il y a 8 ans. Alors je dirais que pour l'expérience que moi j'en ai eue, eh bien c'est d'aller un petit peu, d'essayer d'aller plus loin. Voilà, on peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé, d'essayer d'aller plus loin. On a des textes d'ailleurs réglementaires qui nous couvrent pour développer des nouvelles procédures, etc. Et ça, on le fait de concert avec les commandos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, les commandos, ils vont avoir un besoin, ils vont avoir une problématique et on va essayer d'y répondre. Donc, on va pouvoir innover donc ça, c'est quelque chose voilà, d'un petit peu particulier. Le fait de pouvoir voilà, apporter des idées, apporter des solutions. D'accord. Euh, Ok. qu'est-ce qui permet enfin, pour les qualités, je dirais que si je me souviens de la dernière fois que j'ai visité le 4e RHFS, bien aujourd'hui, on voit des pilotes qui ont plus une gueule de commando que de pilote, C'est quoi. vrai. Toi, t'es dit, tu as rencontré C'est vrai, des c'est vrai. pilotes il y a longtemps. Voilà, les pilotes de 1995, ils n'avaient pas la même allure que ceux qu'on voit aujourd'hui. Et ça, on le doit parce qu'on a toujours travaillé un petit peu main dans la main avec les commandos. Et à un moment donné,
Ben, nous, on est là pour eux. On nous appelle souvent les anges gardiens pour ma partie combat. Mais voilà, si demain je me crache, voilà, c'est toujours cette idée que j'avais derrière la tête. Si demain je me crache et que c'est un commando qui vient me récupérer, ben, j'ai pas envie d'être un boulet, quoi. Donc voilà, Ouais. voilà, la condition physique est extrêmement importante. Et d'ailleurs, les sélections FS sont essentiellement ciblées sur le physique et le mental. Ok. Là, je vois, il y a Sly qui nous a fait un petit coucou qui dit encore merci à tous nos pilotes et nos anges gardiens. Pour ceux qui connaissent Sly, on a déjà fait aussi un live avec lui et il est dans le bouquin. Il a écrit son témoignage dans le bouquin et c'est l'ancien chef du groupe du CTLO Trépel, notamment qui était connu par rapport à, on va dire, la malheureuse mission HK35. Et voilà, vous avez vu, il doit avoir aussi le replay sur notre chaîne avec Sly. Donc, bah, plus tard, Sly, profite. Bon, coucou Sly. Euh, Ensuite, on a encore une question qui est intéressante. Donc, le jeune ou le moins jeune veut rentrer dans cette unité. C'est quoi le parcours à partir du moment, alors même si c'est un parcours dans tes souvenirs, hein, mais du dépôt de dossier à la latte jusqu'au test d'entrée pour le 4? Alors, ben, pour moi, il a duré longtemps parce que tout simplement, quand je me suis engagé dans l'armée, ben, l'unité n'existait pas. Donc, je suis arrivé dans la LAT en 1992 et 6 ans plus tard, j'ai intégré le détachement à la des opérations spéciales. Dans l'historique du détachement, il y a, à ma connaissance, en tous les cas, il y a 8 ans, il y a 2 pilotes qui ont été sélectionnés directement en cours pilote. C'est-à-dire qu'on est D'accord. allé chercher, on est allé recruter 2 jeunes qui ont eu la chance de pouvoir choisir le 4e RHFS comme première affectation. Ce qui pouvait paraître un petit peu choquant au départ, sur le moment quand c'est arrivé, et qui s'est avéré un 50-50, c'est-à-dire que on a eu un jeune pilote sorti d'école qui a fait une carrière, il a fait toute sa carrière d'ailleurs dans les opérations spéciales, et il a fini par reprendre sa retraite, et c'est une légende du 4e RHFS. Et un autre pilote avec lequel j'ai travaillé, j'ai essayé de lui donner tout ce qu'il était possible de lui donner. Et finalement, la barre était trop haute pour lui. Après 3 années de souffrance, il a fini par renoncer directement à l'armée. D'accord. Euh, Sinon, je dirais qu'aujourd'hui, le parcours, il est quand même un petit peu aléatoire. C'est-à-dire que il faut, voilà, première étape, c'est il faut s'engager, il faut réussir une sélection pilote de façon à pouvoir intégrer l'armée en ayant la certitude d'aller au cours pilote. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'élus, mais quand on s'engage, on a la certitude de terminer l'école militaire et de commencer l'école des pilotes. Ok. On n'est pas sûr de la terminer. Il y a quand même un bon rendement. Il y a très peu d'élus pour la latte parce que il y a très peu d'échecs également. Ok. Donc une fois qu'on est dans la place, normalement, On sort. voilà, on met tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut en place pour essayer de sortir un pilote. Ok. Après, je dirais que l'idéal, c'est quand même d'avoir une première affectation dans une unité classique pour passer ces qualifications, parce que c'est très frustrant d'arriver au 4e RHFS, de voir les opérations se dérouler et de ne pas pouvoir y participer parce qu'on n'a pas la bonne qualification, etc. Donc, c'est malheureusement, à moins d'avoir la chance d'intégrer directement le 4e RHFS en sortant d'école des pilotes, je pense que c'est important d'avoir une première affectation, de passer toutes ces qualifs, de savoir vraiment ce qu'on veut. Ça permet également de voir un petit peu au niveau familial quelle est notre attente finalement, et de savoir si on peut le faire personnellement, mais aussi familialement. Ok. C'est clair. Donc, voilà, donc le parcours est long. Le Ouais. parcours est long et voilà, il y a quand même pas beaucoup d'élus. Ok.
On a une question sur la limite d'âge. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour devenir MEOS au 4? Donc déjà, ça veut dire quoi MEOS? Alors, c'est Même si je membre sais, mais d'équipage, voilà, membre d'équipage des opérations spéciales. Donc, ça va être un petit peu le commando à bord, quoi, si on peut le dire comme ça. Ça va être quelqu'un qui sera responsable de la soute, d'installer les commandos, de leur dire quand est-ce qu'ils peuvent sauter, quand est-ce qu'ils peuvent prendre la corde, etc. Ou tout simplement d'utiliser l'armement sabord des hélicoptères de manœuvre. ok, Donc ça, c'est un petit peu pour le rôle du quatrième homme. Après, ben, il y a le parcours classique pour intégrer l'escadrille des MEOS. Et après, il y a aussi le parcours, on va dire, parallèle qui permet à certains membres du quatrième RHFS qui ont par exemple, différentes responsabilités, par exemple le bureau des sports, euh, voilà, où on a quand même des militaires et par moments des militaires de haut rang, même dans les bureaux, ou voilà, des militaires qui ont une grosse expérience chez les commandos, en GCP, etc., qui arrivent au 4e RHFS pour occuper un poste un peu plus administratif, ouais, mais nous, on va savoir déceler lors des sélections le potentiel de chacun. Et voilà, on a bon nombre de MEOS, je pense encore aujourd'hui, j'en suis pas certain, euh, qui, euh, qui sont dans les soutes de HM. d'accord. Et est-ce qu'il y a une limite d'âge pour devenir MEOS? Tu l'as dit ou pas? J'ai pas Alors, entendu. non, je suis pas vraiment, bon, ma spécialité, c'est pas vraiment ressources humaines, hein, Ouais, malheureusement. C'est peut-être pour ça que je suis là ce soir, mais non, je dirais que la limite d'âge, ça correspond à la limite d'âge du grade dans lequel on opère. d'accord. Ok. Une autre question. Est-ce que les pilotes ont-ils également des entraînements techniques un petit peu, on va dire, technique commando, c'est réducteur, mais est-ce qu'ils ont un peu des techniques d'entraînement, genre du franchissement, du tir, voilà, des petites choses comme ça? Alors, ben, on a accès à tous les stages commando, y compris la Guyane. Donc, c'est quand même pas des petits stages. Ouais. On a un service des sports très développé et on a un gros maintien en conditions physiques qui est très important. Et vu les colosses que j'ai rencontrés la dernière fois que j'ai visité le 4e RHFS, je me dis que ça s'est encore développé, quoi. D'accord. Euh, Après, voilà, en matière de tir, par exemple, euh, on a une instruction spécialisée euh, pour voilà, les techniques de combat, les techniques de déplacement, techniques commando, tir. Et après, je dois dire que dans les bonnes relations qu'on a avec les commandos lors des entraînements, pour ma part, c'est rare quand même que je me sois déplacé à Orléans ou à Saint-Mandrier ou à Lorient ou à Bayonne ou à Dieuze-Avant et plus tard Toulouse. à Souges pour le 13e RDP. C'est quand même rare qu'on m'ait pas proposé d'utiliser une arme que j'avais jamais vue avant ou de faire un petit parcours de tir ou voilà. Donc on reste quand même toujours pareil. La promiscuité avec les commandos fait que voilà, on devient voilà, on fait des fiches de tir comme les commandos et d'ailleurs c'est les commandos qui nous instruisent. Ok. Top, top, top. Euh, Est-ce que j'ai vu une question passer aussi? La première, d'où vient ton surnom Win? Alors, ben, je serais tenté de dire comme ça, de façon un peu prétentieuse, qu'il y a des gens qu'on appelle win et puis des gens qu'on appelle lose. Lose. Voilà, malheureusement, voilà, c'est bien plus basique que ça. Mon surnom vient du fait que
Voilà, je fréquentais régulièrement un bar qui s'appelait le Winfield, où on se retrouvait avec mes copains d'escadrille. Et j'y ai même travaillé. Et donc, du coup, voilà, c'est un bar qu'on C'est appelait le resté. Win. Et donc, voilà. Et j'avais choisi un autre prénom. Et puis, personne ne m'a jamais appelé comme ça. Un petit peu comme toi, tu as dû connaître Flo. Ouais. Voilà, personne ne l'a jamais appelé autrement que par son petit surnom Flo. Ok. Bon, très simple, efficace. Une autre question, est-ce que maintenant il n'y a que des pilotes officiers? Ou alors en tant que sous-officier, on peut toujours être Alors, pilote? non, je pense que maintenant c'est terminé. À l'école, on est officier et je pense que le type dont je parlais tout à l'heure, Ouais, qui a été recruté par le 4e HFS directement en école de pilote, il était sous-officier. Il est resté sous-officier toute sa carrière et il est parti sous-officier. Je crois que c'était le dernier. d'accord. Ok. Bon, top. Une autre question pour toi, quelle a été ton épreuve? Alors, je parle d'épreuve de sélection, parce que quelle a été l'épreuve la plus dure de tes sélections? Celle que tu as trouvée la plus compliquée à gérer? Est-ce que c'était les vols de nuit? Est-ce que c'était la partie. Alors, je sais pas si tu as fait aussi la maquette avec. Je crois que c'est du côté de Brest, il me semble, ou Rochefort, tu sais, avec la carcasse pour aller dans la flotte et tout. Ouais. Voilà, est-ce que Alors, c'était le plus non, dur moi, pour toi? non, j'ai toujours été. C'est quelque chose qui est. Je comprends qu'on puisse appréhender le stage de la marine là pour C'est le le C100 pour c'est ça, exactement. voilà la survie en mer, le stage de survie en mer. Moi, j'ai toujours été. Bon, j'ai failli me noyer quand j'avais 3 ans, donc je suis un excellent nageur. Pas un nageur de combat, bien sûr, mais je suis un excellent nageur, donc j'ai jamais appréhendé ces stages de survie. Je dirais que dans les sélections de pilotes, finalement, c'était assez. Ce qui était douloureux, c'était de ne jamais savoir, c'est-à-dire que quand on arrive au centre de sélection, on a un numéro. Enfin, à l'époque, on avait un numéro et à chaque demi-journée, tu avais les résultats et tu étais pris ou tu n'étais pas pris. Ok. Et la première fois, alors moi j'étais avec mon nom, j'étais plutôt un gros numéro, quoi, genre 22, le dernier. Et, euh, et du coup, quand le type arrivait après la première demi-journée, eh bien, il disait, OK, alors le 1, 2, 8, 12, 13 et 22, vous mettez à gauche. Et là, alors, tu allais à gauche, et puis il disait, bon, ouais, tous ceux que j'ai pas appelés, voilà, c'est terminé. Euh, le soir même, recommence un petit peu la même danse. Là, du coup, tu te retrouves dans ceux qui ne sont pas appelés et le mec dit, bon, bah, tous ceux que j'ai appelés, vous dégagez. Donc, tu avais un petit peu ce stress. Sinon, les épreuves, c'est vraiment des épreuves classiques de tests psychotechniques. Et j'aurais pas vraiment de conseils à donner, si ce n'est voilà, il faut pas se mentir à soi-même et il faut pas mentir lors d'un test. Dans un test de personnalité, on arrivera et on pénalisera quelqu'un à qui on a posé de façon différente une question et on n'a pas le même résultat. Donc, il faut être soi-même. Ok. C'est important. Donc, ça, je trouvais ça un petit peu compliqué. Après, les épreuves FS, c'est quand même extrêmement physique. Euh, Vraiment très physique, donc il faut arriver quand même avec une très bonne condition, c'est éprouvant. Et après, une fois qu'on a intégré les forces spéciales, les stages d'instruction spécialisée sont quand même voilà, assez costauds. Ok. Une autre question, les forces spéciales, est-ce que pour toi c'est un milieu qui est trop macho pour une femme? Je sais qu'il y a une pilote femme, il y en a quelques-unes, il me semble. Ouais, il y en a quelques-unes, mais est-ce que pour toi ça reste toujours un milieu qui a un petit peu de macho ou alors c'est pareil quand c'est pas du tout macho Non, et non, donc la place moi est claire? non, non, et je dirais que déjà j'ai ma grande copine Flo qui a été avec moi dès la première
sélection pour intégrer les forces spéciales. Elle a fait partie de l'escadrille des forces spéciales dès le départ. Elle a mis quand même à l'amende beaucoup de pilotes en technicité, en connaissance. Elle a mis aussi quelques commandos à l'amende physiquement. Donc voilà, bon après, c'est une personne hors norme, donc voilà, elle avait tout à fait sa place. Et je dirais que après le problème d'une femme, je pense en général dans l'armée, c'est c'est pas elle-même, c'est Les plutôt gars, les hommes qui bien sûr. l'entourent. Voilà, malheureusement. Ok, exactement. Une autre question, comment as-tu géré mentalement tes blessures en fait physiques? Est-ce que tu as plus accepté ou est-ce que tu étais plus frustré? Si tu as Euh, été alors, blessé physiquement. alors physiquement, non, je touche du bois. J'ai pas eu j'ai eu des séquelles plus tard. Voilà, il y a 2 ans, je me suis fait opérer d'un ménisque. Il y a 4 ans, d'autres ménisques. Bon, c'est un petit peu le prix à payer après autant d'années en opérationnel. Mais Ouais. j'ai jamais été blessé vraiment physiquement. Ok. Ah, j'ai eu une petite entorse un coup, voilà, au cours d'un match de foot inter-militaire en Côte d'Ivoire. Voilà, une blessure, voilà, C'est le terrain, les terrains ils sont durs là-bas. C'est pas les terrains, ça va être ça. voilà, voilà. Et puis surtout l'équipe contre laquelle on avait joué, voilà, elle avait vraiment envie d'en découdre. Elle voulait casser du FS. Ouais. Ok. Autre chose, est-ce que tu as connu des moments de doute dans ta carrière? Quand je dis de doute, c'est vraiment, voilà, il y a un moment, un trop-plein peut-être de mission, un trop-plein de choses, et puis tu doutes. Alors, c'est pareil, hein, je vous invite vraiment à acheter notre bouquin. Alors, je fais une pause bouquin sur ce livre-là. En plus, vous savez que les fonds sont directement, nous, reversés dans l'association, et on aide comme on peut avec les petits moyens. Les collègues qui ont été blessés et les familles endeuillées. Et quand on parle de doute, tu parles justement dans ton témoignage, tu as eu, on va dire, peut-être quelques doutes ou pas, à vous de découvrir. Mais là, pour ce soir, toi, justement, est-ce que tu as eu des doutes à un moment dans ta carrière? Alors, comme je l'ai un petit peu raconté à Loïc Blanchard, là, des Frappés, avec qui j'ai fait un podcast, euh, je dirais que voilà, par moment, il y a des choix difficiles, il y a des choix difficiles à faire. D'une part, des choix familiaux. C'est-à-dire que, et ça je le dis également un petit peu dans le livre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je sentais que j'arrivais à la fin, au bout de mes capacités psychologiques à continuer à encaisser les opérations qui, par moment, voilà, je rentrais de 4 mois d'Afghanistan, j'étais à la maison pour 3 jours et puis je repartais sur une autre opération. Donc, dans ces moments-là, bah, il y a le doute, c'est-à-dire que il y a l'envie de rester à la maison et de dire maintenant, j'en ai marre, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de profiter de ma famille. Et puis, et il y a ce truc qu'on a, nous, tous connus, c'est-à-dire que tu as ce petit rictus quand on te propose un truc, une mission de fou. Ouais. Tu as ce petit rictus et tu dis, putain, j'ai envie d'y aller. Voilà, même si c'est la dernière fois, mais allez, encore une petite fois. Comme je le dis dans le bouquin, voilà, c'était, allez, je le fais encore une fois, la dernière fois. Allez, encore une petite fois. Et je l'ai fait. Et après, derrière, je suis rentré et puis je suis reparti encore plusieurs fois en opération avant de finalement, voilà, laisser tomber pour de bon. Donc, il y a ces moments de doute où on est un petit peu déchiré entre bah, les responsabilités qu'on peut avoir en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mari,
Et puis, quelque part, ce sentiment qu'on a d'appartenance et de se dire que ben, si on dit non, ben, c'est quelqu'un d'autre de toute façon qui devra faire le boulot. Et c'est quelqu'un d'autre, voilà, à l'époque, quand j'étais à l'OS6, on était 8 pilotes. Ok, Donc, on c'est était clair. vraiment, voilà, tu vois, c'est le volume d'un groupe de mecs, quoi. Tu vois comment tu peux être solide dans un groupe de commandos. Voilà, on était 8 Ok, au total. Et ça nous est arrivé d'être déployés en opération tous les 8 en même temps, quoi. ok, ok. Une autre question, je sais pas, je pense que tu as la réponse. Quel est le rôle de l'EOS 7? Alors j'imagine que l'EOS 7 c'est une escadrille, Euh, c'est un groupe, c'est ça? alors, attends, que je compte bien. 1, 2, 3, 4, Alors 5, c'est une question très 6. précise. C'est quelqu'un qui connaît peut-être ou qui s'est renseigné sur l'EOS 7. Ouais, écoute, je voudrais pas dire de bêtises parce que pour Ouais, moi, l'escadrier des MOS, c'est plutôt l'OS 8, mais du coup, 7, ouais, bon, je c'est ne pas grave. saurais pas. Après, je sais qu'ils ont intégré également les NH90, donc est-ce qu'ils ont créé une escadrille? Je ne saurais pas répondre. Je préfère pas dire de bêtises. Ok, ça marche. Une autre question. Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi depuis tout petit ou c'est en grandissant, plus l'expérience? Voilà. Euh, non, non, j'ai pas eu tout le temps confiance en moi. J'ai eu, je voulais pas être militaire à la base, Ok. et je crois que voilà, quand j'étais étudiant, voilà, j'étais un petit peu comme tous les étudiants classiques. Voilà, je m'intéressais mes copains, les filles, je faisais de la musique avec mes copains, voilà. C'est ça qui m'intéressait. L'école, c'était secondaire et j'avais, comme tous les ados, mes parents qui étaient sur mon dos pour me dire que, voilà, et que si je travaillais pas bien à l'école, un petit peu comme, voilà, on réussit pas dans la vie si on travaille pas à l'école. Ok. Donc, sur ces entrefaits, je me retrouve à un salon de l'étudiant. Au salon de l'étudiant, je rencontre un major qui était là pour expliquer un petit peu. Voilà, c'était le patron d'un centre de recrutement. Et voilà, quand j'ai quitté la conversation, quand j'ai quitté le salon, je voulais être le major Perrault. Voilà, c'est son nom. Et donc, Ouais, il m'a vraiment j'ai envie, donné ouais. l'envie. Et après, je dirais que j'ai eu des doutes dans les premières années de ma carrière parce que j'avais pas vraiment l'impression d'être à la bonne place. Et quand je suis arrivé dans les forces spéciales, là, je me suis vraiment senti comme dans des chaussons. Donc à partir de ce moment-là, je crois que j'ai gagné beaucoup de confiance en moi en commençant à travailler avec les commandos. D'ailleurs, j'étais un petit peu j'étais un petit peu le type, tu vois, bon, je suis pas freluquet, mais voilà, j'ai pas le niveau commando, mais voilà, j'étais toujours un petit peu à me frotter avec les commandos. Voilà, j'aimais bien cet état d'esprit, cette confiance en soi. D'ailleurs, je me suis fait voilà, taser et torturer à plusieurs reprises. C'est la base. Et voilà, ouais, tout à fait, ouais. Notamment, voilà, pour ces petits séjours qu'on faisait en Côte d'Ivoire pendant un temps où, voilà, il se passait pas grand-chose, il fallait un petit peu meubler le temps, et puis, voilà, donc c'était des moments où, voilà, j'avais envie de me frotter un petit peu avec les commandos, et naturellement, je perdais tout le temps. Ok. Il y a une question là qui vient d'apparaître qui demande pourquoi tu te sentais pas à l'aise, tu te sentais pas à ta place dans tes premières années à l'armée. Parce que j'étais pas, j'avais aucune connaissance militaire. Je viens pas d'une famille de militaires. Et durant les premières années, j'ai fraternisé avec des copains. Mais c'est vrai que j'étais assez surpris voilà, par la voie hiérarchique. Ok. Voilà, le commandement, c'était quelque chose qui me semblait quand même assez particulier. Ok. Autant voilà, on devait le respect à nos supérieurs hiérarchiques, autant je trouve que la réciproque n'était pas vraiment vraie.
D'ailleurs, quand moi-même j'ai accédé à à plus de responsabilités, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en tête. Ok, ok. Sur une partie un peu plus, on va dire, perso, famille, etc., est-ce que ça a été compliqué de concilier ta vie de famille avec ta vie d'opérationnel? Alors oui, naturellement, c'est quelque chose qui est pas évident. Alors moi, j'ai eu la chance euh, d'intégrer les forces spéciales avant finalement de rencontrer mon épouse. Donc ça a été pour moi assez facile dès le départ de dire voilà, euh, là on se rencontre, c'est sympa, mais moi voilà quel est mon job, voilà quel est mon truc et c'est ça que je veux faire. Et donc il n'y a jamais eu vraiment besoin de négocier quoi que ce soit. Après, je dirais que voilà, j'ai eu plusieurs enfants. Euh, le fait de ne pas communiquer sur ce qu'on fait avec ses enfants, pour moi, ça m'a aidé, notamment, voilà, même quand j'étais en Afghanistan, pour mes filles, elles pensaient toujours, voilà, elles voyaient des images je leur disais, je vais en Afrique, voilà, papa, il part en mission, il va en Afrique. Et donc, voilà, même quand j'étais en Afghanistan, voilà, quand je pouvais faire une petite vidéo Skype avec mes filles dans ces petits box où tu as un militaire dans un box tous les mètres, voilà, les questions de mes filles, c'était, ouais, papa, est-ce que tu as vu des girafes? Alors je dis, ah oui, oui, j'ai vu des girafes. Alors, tu vois, tu avais des types à côté qui disaient, mais Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'ils raconte? racontent? Il pète un Voilà, qu'est-ce câble. qu'ils racontent? Voilà, et mes filles, voilà, elles ont vraiment découvert finalement qui j'étais, je pense, le jour où j'ai pris la retraite, lors de mon jubilé, ma dernière journée à l'armée, la dernière soirée, les témoignages des copains, etc., pour se dire au revoir. Je pense qu'elles ont vraiment compris à ce moment-là, quoi. D'accord, donc en fait, à travers ton témoignage, même dans notre livre, là, elles vont peut-être découvrir des choses et ça va être cool. Voilà, ouais, elles l'ont pas lu encore le bouquin, mais ouais, bon, je pense que maintenant elles savent un petit peu. Mais voilà, c'est quelque chose de compliqué. On a deux vies. Donc moi, j'ai essayé quand j'étais en France, j'ai essayé d'être 200% papa, parce que pour compenser ben, toutes les fois où j'étais pas là, Ouais. etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon entourage, peut-être que voilà, j'ai des gens qui vont me dire que ben, je suis trop cool avec mes filles, que elles sont un petit peu gâtées mais voilà, tout s'explique. Et puis voilà, quand je dis dans mon témoignage que voilà, faut qu'elles m'ont ramené quelque part à la maison, parce que c'est en pensant à elles que j'avais envie vraiment de me casser le bol et puis de survivre. Et du coup, ben, quand je rentrais, je me disais, bon, ben, du coup, voilà, là, ben, je vais les aimer encore un peu plus, quoi. Ok. Alors après, ça t'amène à prendre des décisions qui font que, ouais, aujourd'hui, elles sont un petit peu pourri gâtées, ouais. Ouais. Et, Ouais, c'est bien, c'est et normal. puis, je l'assume complètement, quoi. C'est clair. Il y a quelqu'un qui demandait de quel livre on parle. Alors, en fait, pour ceux qui sont arrivés, qui débarquent de je ne sais pas où, c'est pas grave, hein, c'est bien, bienvenue sur le live. En fait, c'est ce livre-là, qui est sorti le 12 octobre, qui s'appelle Forces spéciales unité d'élite au cœur de leurs émotions, pardon. Et cette fois, on a regroupé 15 opérateurs des forces spéciales et des unités d'élite, plus un ex-otage du Bataclan. Et leur histoire, en fait, leur témoignage, c'est surtout d'enlever, on va dire, toute la carapace qui entoure la partie casque, tout ce que vous voulez, tout l'équipement, pare-balles et tout, et de se recentrer sur l'humain. Et à travers ces témoignages, en toute transparence, ils vous expliquent euh, comment elles ont pu gérer à un moment donné une situation stressante et surtout avant, pendant et après. Donc on est beaucoup plus quand je dis sur de l'émotion, sur vraiment voilà, de l'humain et tout ce qui tourne autour. Donc il est disponible partout. Vous pouvez aller sur la Fnac, Amazon, voilà, il est partout. Autre question, Win. Un truc assez marrant. Là, tu as beaucoup de jeunes qui sont là, qui nous regardent.
Si toi aujourd'hui tu étais on va dire, tu es un ancien pilote et tu dois répondre à un jeune qui te demande, comment dire, qui hésite entre, on va dire, c'est vraiment l'exemple, hein, pilote de char et pilote d'hélico du quatrième RHFS. Comment toi tu peux le convaincre d'essayer de devenir pilote justement du quatrième pardon, RHFS? Qu'est-ce que tu pourrais Alors, lui dire? Comment tu pourrais le convaincre de rejoindre cette unité? alors entre faire pilote d'hélico ou Pilote de char, mais pilote de char, c'est juste pour le trouver ça aurait pu être pilote de VAB, comment dire, de VAB, de ouais, voiture. C'est juste pour lui donner envie de rejoindre justement et de devenir pilote d'hélicoptère. ben, je alors pilote c'est une chose. Après, appartenir aux quatre, quelle que soit la fonction, il y a les pilotes qui sont pilotes, commandant de bord, chef de patrouille. Pour les hélicoptères de manœuvre, il y a les mécaniciens navigants, il y a les gunners, les quatrième hommes, les MEOS. Voilà, tout ça, c'est les équipages. Et après, il y a tout ce qui tourne autour, quoi. D'accord. Et moi, pourquoi tout à l'heure je disais que quand je suis arrivé au 4, je me suis senti comme dans les chaussons, c'est que c'est la première fois que je me suis senti écouté. C'est-à-dire que je suis parti de chez mes parents, où mes parents ne m'écoutaient pas. Et ils me disaient, on te dit et tu fais. Après, quand j'étais à l'école militaire, à l'école des pilotes, c'était la même chose. Quand j'ai intégré ma première escadrille dans les forces conventionnelles, et ben, c'était aussi la même chose. Et le quatrième RHFS, c'est la première fois que je me suis senti important. C'est la première fois qu'on m'a écouté. Ok. Et ça, quelle que soit la fonction, que ce soit pilote ou pas, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Il y a beaucoup dans les forces spéciales, dans ton domaine et dans le mien, il y a énormément de remise en question, il y a énormément de préparation où on discute, on met au point les choses, on donne la parole à tout le monde. Dans les débriefings, ben, quand ça a bien été, c'est juste normal. C'est jamais bien, c'est juste normal. Par contre, on décrypte tout ce qui n'a pas été. Et là, encore une fois, à chaque fois, il ne s'agit pas juste d'être critique Pour pour être critique, critiquer. c'est critiquer pour apporter une solution et pour faire mieux la prochaine fois. Et c'est pour ça qu'on a un outil Retex, retour d'expérience, qui est très important. Et on pioche dedans pour chaque exercice et pour chaque opération. Ok. Et on en découvre, même les opérations les plus préparées auxquelles j'ai pu participer, malgré tout, c'est quand même quasiment en tous les cas, celle qui était la plus préparée, c'est celle qui s'est le plus mal passée. Ok. Ouais. Mais voilà, Euh, je dirais que pour moi, voilà, si je dois donner envie à un jeune, c'est ben, il y a de la place pour tout le monde. Il y a place on a besoin de tous les personnages, de toutes les personnalités. Donc tout le monde a sa place, tout le monde peut avoir son mot à dire, quel que soit son grade et quelle que soit sa fonction. Ça peut être, voilà, comme je dis toujours, ça peut être le type qui est responsable du carburant, qui va apporter l'idée qui manquait. avant tout. Ensuite, je dirais que sur les 7 premiers déplacements que j'ai pu faire à l'étranger, c'était 7 pays différents, 7 opérations différentes, 7 fois, voilà, vraiment les choses différentes. Avant d'entamer un petit peu une petite routine sur les criminels de guerre en ex-Yougoslavie ou la Côte d'Ivoire, on est quand même resté assez longtemps, où là, il y a eu un petit peu de redondance. On a fait tous plusieurs fois ce séjour. Mais sinon, globalement, voilà, il y a quand même voilà, énormément de choses à voir. Et j'ai aussi eu l'impression de passer, de faire un petit peu comme de la formation continue. C'est-à-dire que Ouais. c'est quand même rare dans les 27 ans d'armée que j'ai réalisé. C'est assez rare que j'ai passé une année sans aller à l'école, passer un stage ou une qualification. C'est assez rare. Ok. 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 Une autre question. euh, Au niveau du Tigre, quand tu es pilote de Tigre,
T'es tout seul à piloter? Alors j'ai la réponse, hein, mais Ouais. je pose la question comme elle est marquée. Tu es tout seul à piloter à l'intérieur du Tigre? Alors, le pilote c'est un cockpit en tandem, c'est-à-dire l'un derrière l'autre, comme dans un avion de chasse. Donc, c'est un hélico qui est très fin. Donc, il y a le cockpit avant pour le pilote qui va avoir les commandes de vol, euh, le système de voilà, démarrage des moteurs, etc., qui est un petit peu plus technique. Ça va être le cockpit devant. D'accord. Mais le pilote aura, par l'intermédiaire de son casque et des différentes commandes de vol, accès à tout l'armement. C'est-à-dire, il est en mesure d'utiliser canon, missiles, roquettes. Non, pas missiles, mais canon et roquettes. D'accord. Ensuite, le cockpit à l'arrière, c'est le commandant de bord. Donc lui, il a également les commandes de vol. Et en plus, il va avoir d'autres commandes qui sont un petit peu déportées sur les côtés, comme des gros joysticks qui vont, eux, permettre l'utilisation la mise en œuvre de tous les moyens d'observation et de tous les systèmes d'armes. D'accord. Par contre, donc les deux sont capables de piloter. Il n'y a pas un qui est Voilà. plus expérimenté que l'autre. Alors, on va dire dans les forces conventionnelles, on aura le pilote qui est devant, et une fois qu'il aura mûri, il fera son stage commandant de bord. Ok. Après, dans les opérations spéciales, je pense que tout le monde est commandant de bord au minimum, voire chef de patrouille. Ok. Encore une petite question, parce qu'on arrive on arrive à la fin, il est déjà 54. On avait dit 10 heures, donc on maintient on essaie de maintenir ce petit créneau. Ok. Qu'est-ce que j'ai alors, j'ai pas vu passer. Tac, tac. Tu l'as dit, je crois, en début de la vidéo, mais tes qualifications de pilote de Tigre, est-ce qu'elles t'ont permis de suite de pouvoir être pilote dans le civil? Est-ce qu'il y a besoin de faire une mise à jour, une qualification supplémentaire pour s'adapter aux machines du civil? Comment ça se passe? Alors pour la reconversion, la qualification Tigre, la qualification de type Tigre, elle ne sert pas à grand-chose pour le moment parce que le Tigre n'est pas un hélico qui est très répandu de par le monde. Donc il n'y a pas énormément de reconversion. En revanche, ça reste un hélicoptère biturbine, ça reste un hélicoptère dont, voilà, pour accéder à ces qualifications, il faut faire un IFR théorique et pratique. Donc, voilà, une qualification biturbine, multi, multi-crew, cockpit, etc. C'est des qualifications qui sont reconnues dans le civil. Après, comme pour la plupart des jobs de pilote, il faut surtout passer une qualification de type pour rebondir sur un nouveau job dans le civil. Ok, Mais ok, là, ok. encore une fois, voilà, pour moi, c'est important de préciser que voilà, l'armée, elle a été là pour moi pour faire le pas vers la reconversion et je suis parti avec toutes mes qualifications à jour, que ce soit IFR, linguistique, médical, etc. Voilà, Ok. il y a pas trop de soucis à se faire pour la reconversion. Et du coup, lorsque tu parles de ça, une autre question. L'anglais, est-ce que c'est important? Est-ce que tu encourages les jeunes à apprendre l'anglais? Est-ce que c'est quelque chose Alors, où... J'ai la réponse aussi, oui, mais je te la pose. ouais, je dirais que c'est super important. Déjà, c'est intéressant. Pour le jeune qui va arriver à Dax en école de pilote, eh bien, il aura le choix ou pas en fonction de son niveau d'anglais, mais s'il a un très bon niveau d'anglais, il aura le choix de faire son cours pilote en français ou dans une brigade internationale avec des élèves pilotes étrangers et en anglais. Ok, Et donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, d'un point de vue opérationnel, eh bien, aujourd'hui, on évolue énormément en multinational. On peut, alors quand on va parler à nos commandos, on va parler en français, voilà, c'est très bien, c'est très fluide, etc. Demain, moi, j'étais amené à, voilà, à travailler avec des pays étrangers, avec des forces spéciales étrangères.
avec des Navy Seals qui parlent pas français. Donc c'est important de se démerder. Et puis, euh, et puis après, bon, pour la suite, voilà, il y a des grosses opportunités dans les pays étrangers. Moi-même, je travaille à l'étranger aujourd'hui, donc l'anglais, c'est primordial. Et croyez-en, mon expérience, c'est plus compliqué d'apprendre l'anglais à 45 ans que d'apprendre l'anglais à 20 ans. Donc, tant qu'à faire, autant le prendre de suite. Et si on vise une carrière pilote, à un moment donné, il faudra, comme dans tout métier, il faudra se démarquer. Et quelqu'un qui fait son cours pilote en anglais, eh ben, il part avec une longueur d'avance. Ok, ok. Eh ben, écoute, c'était cool, oui. Donc je rappelle, hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus, déjà vous pouvez vous connecter sur la page de Win. Je pense tu y réponds, il répondra quand il a le temps. Et puis voilà, ça permet de partager différentes choses. Ensuite, dans le bouquin, donc il y a le témoignage de Win plus d'autres témoignages, mais je vous invite vraiment à vous les voir. Il est vraiment bien. Pour ceux qui avaient déjà lu le premier, qui parlait plus de nos parcours sur la façon dont on est arrivé dans ces unités, le deuxième est totalement différent, donc c'est un autre angle. Mais voilà, ça va être cool. Les lives, du coup, je pense que peut-être qu'on va essayer de faire des lives avec chaque personne du bouquin. Ça peut être pas mal aussi. Et puis, bah voilà, je pense que ça vous a plu, je pense que c'était hyper intéressant. Que ça soit pas plus long, bah en fait, plus c'est long et moins c'est bon pour cette fois sur la partie live. Et plus c'est court, concis, précis, on arrive à faire quelque chose de qualité. Et vous savez, on essaie vraiment de rester sur quelque chose de qualité pour éviter de durer dans le temps pendant 1 heure et demie, 2 heures. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser à Win et à travers le live, le live sera disponible, donc vous pourrez réécouter tout ce qui a été dit. Le premier livre, je vois il s'est marqué, le premier livre, il est toujours disponible, il est toujours en vente, donc vous avez toujours le premier livre. Le deuxième livre est venu le compléter. N'hésitez pas, j'ai oublié de le dire, si jamais vous l'achetez sur Amazon, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que l'algorithme d'Amazon marche aussi avec les coms et tout. Donc ceux qui l'ont acheté sur Amazon, voilà, une fois que vous l'avez lu, bien sûr, hein, mettez une petite note, hein, qu'elle soit bonne ou pas, mais normalement elle sera bonne, mais mettez une petite note, ça permet de garder un flux au niveau de tout ça. Will, je te remercie de ton temps. Oui, écoute, merci de m'avoir invité. Et puis, voilà, comme tu le disais, voilà, pour les gens qui veulent me poser d'autres questions, etc., à partir du moment où ça touche pas ce que je fais aujourd'hui et les opérations auxquelles j'ai participé, voilà, pour du Motivex et puis pour aider, je serai toujours là, pas de problème. Exactement. Et ton pseudo sur Insta, c'est Win, je ne me rappelle plus. Si C'est tu win.soa. Win.so. De toute façon, je vais le taguer, on va te taguer là quand on va repartager ça. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et puis après, on va se laisser. La dernière question, celui qui pose la dernière question, on va y répondre. Voilà. Et s'il n'y en a pas, dans 1 minute, on coupe le live et puis on se dit à bientôt. Il ne reste plus que 40 secondes. Merci pour ce témoignage. De rien, 4J. Tu vois tous les trucs aussi, oui, hein, tu vois c'est vrai que ça passe Ouais, vite, hein, j'ai pas fait attention à tout. ouais, je vois, c'est vrai que Ça ça fait bien. défile vite, ouais. Bon, écoute, il n'y a pas d'autres questions, ça veut dire l'esprit de camaraderie. L'esprit de camaraderie, il en a déjà parlé et tu pourras le réécouter comment dire, tu pourras le réécouter dans le live. Et la dernière question, celle-là, elle peut être intéressante, le risque réel de crash. Est-ce que tu veux dire un truc là-dessus, Win? Est-ce qu'il y a un risque réel de crash? Alors, oui, ne nous mentons pas, c'est un métier qui est dangereux. Maintenant, il y a plus de personnes qui se tuent en voiture en France tous les ans que de pilotes de tigres qui meurent. Bon, il y en a beaucoup moins aussi. Mais voilà, aujourd'hui, on participe à des opérations qui sont quand même rudes hein, depuis 15-20 ans. Donc, des hélicoptères abattus. Moi-même, j'ai été plusieurs fois touché, pas abattu, mais touché. En tous les cas, c'est un petit peu,
c'est un peu mentionné Le risque. dans le Ouais. livre. Voilà, donc ouais, il y a le risque, bien sûr, mais voilà, ça fait partie du métier. Et puis, de toute façon, dans la vie, pour accomplir des grandes choses, Faut prendre des risques. il faut savoir prendre quelques risques. Ok. Et ben c'était la phase de fin. C'est top. Je te remercie. Je remercie à tout le monde d'avoir suivi ce petit live. Et puis ben, je vous dis à la prochaine. Il y a des choses qui vont arriver qui vont être assez cool sur Force Special Coaching. Donc ben, restez connectés, comme d'hab. Merci Win. Je te dis à plus tard. Ok, je te remercie. À bientôt. On Bonne se parle soirée. bientôt. Salut Et Teddy. puis à plus Bonsoir tard. à tous. Ouais, Ouais, bonsoir à ok, ça tous. marche. Ciao, ciao. Ciao.